prenons l'exposé du pillage économique de la Norvège. J'avais eu l'honneur de vous indiquer ce matin, messieurs, comment les occupants ont pu s'emparer d'une grande quantité de moyens de paiement en Norvège. Nous allons voir maintenant, d'après les premiers renseignements qui nous ont été donnés, l'usage que les occupants ont fait de ces moyens de paiement. Les Allemands se sont emparés, comme dans les autres pays occupés, d'importants biens privés sous un prétexte quelconque. Soit que ces biens appartenaient à des juifs, à des francs-maçons ou à des associations scouts. Il n'a pu être établi encore une évaluation très exacte de ces spoliations. Nous ne pouvons donc les indiquer que pour mémoire. D'après le rapport du gouvernement norvégien, en 1941, les Allemands se sont emparés Have you any evidence to support the facts you're stating now? Ceci résulte des indications contenues dans le rapport du gouvernement norvégien que j'ai déposé sous le numéro 121. Oh, yes. D'après le même rapport, en 1941, les Allemands se sont emparés de presque tous les postes de réception radiotéléphonique, TSF, appartenant aux particuliers. La valeur de ces postes serait d'environ 120 millions de couronnes. Les Allemands frappèrent de fortes amendes les communes norvégiennes sous les prétextes les plus divers, notamment les bombardements alliés ou les actes de sabotage. Dans le rapport déposé sous le numéro 121, le gouvernement norvégien donne 2 ou 3 exemples de ces impositions d'amendes collectives. Le 4 mars 1941, après un raid sur Lofton, la population de la petite commune d'Ostvagua dut payer 100 000 couronnes. Ces communes durent aussi entretenir des familles allemandes et, dit le rapport, des Kisling. Le 25 septembre 1942, après un raid anglais sur Oslo, 100 citoyens ont été obligés de payer 3 500 000 couronnes. En janvier 1941, Trondheim, Stavanger, Vestopland durent payer 60 000, 50 000 et 100 000 couronnes respectivement. En septembre 1941, la municipalité de Stavanger dut payer 2 millions de couronnes pour un sabotage allégué de lignes télégraphiques. En août 1941, Rogaland dut payer 500 000 couronnes et Helsingør dut payer 100 000 couronnes. On peut donc poser en principe que par des procédés à peine différents de ceux employés dans les autres pays, les Allemands
ont, durant l'occupation de la Norvège, non seulement épuisé toutes ses ressources financières, mais endetté considérablement ce pays. Il n'a pas été possible de fournir un compte détaillé des prélèvements allemands faits soit après des réquisitions, suivies ou non d'indemnités, soit par des achats en apparence de gré à gré, et réglés fictivement avec les moyens de paiement estorqués à la Norvège. Dans le rapport que j'ai déposé sous le numéro 121, le gouvernement norvégien a résumé les dommages subis par son pays dans un tableau dont je vais donner un résumé au tribunal. Le gouvernement norvégien évalue que les dommages subis par l'industrie et le commerce se montent au total à 440 millions de couronnes, sur lesquels les Allemands n'ont réglé, fictivement bien entendu, que 7 millions de couronnes. Les navires marchands ont une valeur de 1 733 000 couronnes, sur lesquelles l'Allemagne n'a rien réglé. Les spoliations concernant les ports et installations maritimes s'élèvent à 74 millions de couronnes, sur lesquelles l'Allemagne n'a réglé effectivement qu'1 million de couronnes. Les chemins de fer, canaux, ports aériens et leur installation représentent des spoliations de 947 millions, sur lesquels l'Allemagne a réglé effectivement 490 millions de couronnes. Les routes et ponts, 199 millions, sur lesquels le règlement n'est que de 67 millions. Les spoliations de l'agriculture atteignent 242 millions de couronnes, sur lesquels il n'a été réglé que 46 millions de couronnes. Les objets personnels représentent une somme de 239 millions de couronnes, sur laquelle aucun règlement n'a été fait. Les réquisitions divers, non incluses dans les catégories que je viens de citer, se montent à 1 566 000 couronnes, sur lesquels l'occupant a réglé effectivement 1 154 millions de couronnes. Le gouvernement norvégien estime que les années de travail d'hommes applicables à l'effort de guerre contre l'Allemagne représentent une somme de 226 millions de couronnes. Il estime d'autre part que les années de travail
perdu pour l'économie nationale par la déportation forcée en Allemagne et les travaux forcés sur l'ordre de l'Allemagne s'élève à 3 122 millions de couronnes. Les paiements forcés aux instituts allemands s'élèvent à 11 54 millions de couronnes, sur lesquels, bien entendu, l'Allemagne n'a fait aucun règlement. Au total, la Norvège estime qu'elle subit un préjudice de 21 milliards de couronnes, ce qui représente 4 700 millions de dollars. La Norvège a particulièrement souffert pendant l'occupation allemande. En effet, si ses ressources sont importantes, notamment les bois des forêts, les minerais, tels que le nickel, le wolfram, le molybdène, le zinc, le cuivre, l'aluminium, elle doit importer des produits de consommation de première nécessité pour l'alimentation de sa population. Comme les Allemands avaient le contrôle absolu du trafic maritime, rien ne pouvait entrer en Norvège sans leur consentement. Ils pouvaient donc, par ce moyen de pression, comme ils devaient le faire en France avec la ligne de démarcation entre les deux zones, imposer plus facilement leurs exigences. Le rationnement, tel qu'il était fixé par l'occupant, était insuffisant pour assurer la subsistance de la population norvégienne. La prolongation de la sous-alimentation pendant des années entraîna les plus funestes conséquences. Les maladies se multiplièrent, la mortalité augmenta, l'avenir de la population est compromise du fait de la déficience physique de ces éléments jeunes. Voici, messieurs, les quelques observations que j'avais à présenter sur la Norvège. Je vais, si le tribunal me permet, aborder la partie réservée à la Hollande. Pillage économique des Pays-Bas. En pénétrant, contrairement à tous les principes du droit des gens, dans les Pays-Bas, les Allemands s'installaient dans un pays abondamment pourvu de richesses les plus diverses, dans un des pays où les habitants étaient les mieux nourris d'Europe et qui, eu égard au nombre de la population, était l'un des plus riches du monde. La caisse or de la Hollande était supérieure au montant des billets en circulation. 4 ans plus tard, lorsque les Alliés délivrèrent ce pays, ils trouvèrent une population
affligés par une véritable famine, et, en dehors des destructions qui étaient la conséquence des opérations militaires, un pays presque entièrement ruiné par les spoliations de l'occupant. Les intentions malhonnêtes de l'Allemagne apparaissent dans un rapport secret de Seyss-Inquart de sa gestion. Rapport du 29 mai au 19 juin 1940, découvert par l'armée des États-Unis, immatriculé sous le numéro 997 PS, et que je dépose au tribunal sous le numéro 122. Voici les principaux extraits de ce rapport. Il est certain qu'en occupant les Pays-Bas, il fallait prendre un grand nombre de mesures économiques et même de police, dont les premières avaient pour but de diminuer la consommation de la population, d'une part, pour mettre des denrées à la disposition du Reich, et d'autre part, pour assurer une répartition égale des denrées qui restent. Devant le problème ainsi posé, il fallait veiller à ce que toutes ces mesures portent la signature de Néerlandais. C'est pour cela qu'on a donné aux secrétaires généraux, avec le consentement du commissaire du Reich, la possibilité de prendre par voie légale toutes les mesures nécessaires. En fait, jusqu'à ce jour, toutes les instructions relatives à la saisie et à la distribution des denrées à la population et toutes les ordonnances relatives aux restrictions ont été publiées. Mais on a réalisé de même des accords sur le transport d'un nombre considérable de denrées, qui toutes portent la signature des secrétaires généraux des Pays-Bas ou des chefs intéressés de l'économie, afin que toutes ces mesures présentent entièrement le caractère d'opération volontaire. À cette occasion, il faut signaler qu'au cours de la première entrevue, l'attention des secrétaires généraux fut attirée sur le fait qu'on attendait d'eux une collaboration loyale, mais qu'ils conservaient par contre le droit de se retirer à l'occasion d'une affaire pour laquelle il ne se leur semblerait pas possible d'engager leurs responsabilités. Jusqu'à présent, aucun secrétaire général n'a usé de ce droit. Et on peut tranquillement conclure qu'ils ont donné volontairement satisfaction à toutes les demandes qui leur ont été soumises.
le ramassage et la répartition totale des denrées alimentaires et des matières textiles ont à peu près été réalisés. De toute façon, toutes les instructions à ce sujet ont été publiées et sont en cours d'exécution. Une série d'instructions relatives à la nouvelle orientation de l'agriculture ont été publiées et en cours d'exécution. Il s'agit principalement d'utiliser les fourrages disponibles afin que le plus grand nombre de bétail, environ 80% du nombre des poules et des porcs, puisse être conservé jusqu'à la prochaine campagne. Une réglementation et une diminution furent introduites dans le domaine des transports et en la matière, les principes de la direction économique des carburants du Reich furent appliqués. Les restrictions relatives aux droits de licenciement dans le domaine de la main-d'œuvre, ainsi que celles relatives à la location d'appartements ont été supprimées afin de freiner les habitudes libérales et capitalistes des entrepreneurs néerlandais et pour éviter les troubles. Dans le même ordre d'idées, on a promulgué, pour des cas déterminés, l'échéance des dettes. L'ordonnance relative à la déclaration et au contrôle des fortunes et la confiscation de la fortune des personnes ayant une attitude hostile au Reich et à l'Allemagne a été publiée sous la signature du commissaire du Reich. Sur la base de cette ordonnance, fut nommé un administrateur pour la fortune royale. Les réserves de matières premières ont été saisies et réparties avec l'autorisation du général Feldmarschall, suivant un plan tendant à laisser aux Hollandais des matières premières pour 6 mois, afin de leur permettre de maintenir leur économie. Ils reçurent donc la même quantité que l'Allemagne. Le même traitement a été appliqué en ce qui concerne le ravitaillement en denrées alimentaires. Des réserves notables de matières premières purent donc être mises à la disposition du Reich. Ainsi, par exemple, 70 000 tonnes de graisse industrielle, ce qui doit représenter environ la moitié de la quantité manquant au Reich. Une réglementation sur les denrées, selon le système en vigueur dans le Reich, fut promulguée. Enfin, il fut demandé à l'État néerlandais de mettre à la disposition les moyens dont le Reich ou l'administration allemande dans les Pays-Bas pourrait avoir besoin, afin que ces dépenses ne gênent en aucun cas le budget du Reich. Des sommes en florins furent bloquées pour une valeur de 36 millions pour retirer de la circulation les billets de la Reichskreditkasse. En outre,
100 millions furent utilisés pour les besoins de l'armée d'occupation et plus spécialement pour l'agrandissement des terrains d'aviation. En outre, 50 millions pour l'achat des matières premières à transporter dans le Reich, pour autant qu'elles n'ont pas le caractère de butin. En outre, pour assurer le libre transfert des économies que les travailleurs néerlandais dans le Reich envoyaient à leurs familles. Enfin, le cours du billet de la Reichskreditkasse, qui avait été fixé par l'OKV à 1 florin pour 1 mark,5, a été ramené à son rapport normal, c'est-à-dire 1 florin pour 1 mark,33. Mais surtout, il a été possible d'amener le président de la Banque des Pays-Bas, Tripp, à adopter une mesure proposée avec l'accord du général Feldmarschall par le commissaire général Fischböhle. Il s'agissait de l'acceptation réciproque et illimitée des valeurs allemandes et néerlandaises. C'est-à-dire, la Banque des Pays-Bas était obligée d'accepter tout montant en marques que lui remettait la Reichsbank et de donner des florins en échange au cours de 1,33, donc 1 mark égale 75 centimes. Seule la Reichsbank a le droit de contrôle en la matière, mais pas la Banque des Pays-Bas, qui n'est informée que de certaines affaires déterminées. Cette réglementation dépasse toutes celles qui ont été réalisées jusqu'à présent avec les pays voisins en matière économique. Même avec les protectorats, et représente un pas vers l'union financière. En considérant l'importance de cet accord, qui touche déjà à l'indépendance de l'État néerlandais, ce résultat admirable fut atteint, à savoir que le président de la banque Tripp, très connu dans le monde financier et bancaire de l'Est, a librement signé ce contrat. Ici s'arrête cette citation de la lettre de Sensenkart. Comme vous le verrez, messieurs, par les explications que je vais avoir l'honneur de vous fournir, ce devait être principalement dans les Pays-Bas que les Allemands se sont ingéniés à s'emparer des moyens de paiement. Cette spoliation fera l'objet d'un premier chapitre. Ensuite, nous examinerons l'emploi fait par l'occupant de ces moyens de paiement dans un chapitre 2, marché noir. Dans un chapitre 3, nous envisagerons les acquisitions faites en apparence seulement d'une façon régulière. Un quatrième chapitre sera consacré aux spoliations diverses. Enfin, nous tirerons les principales conséquences pour les Pays-Bas de ce pillage économique. Chapitre 1er.
Mainmise allemande sur les moyens de paiement. Premièrement, indemnité pour frais d'occupation. J'ai déjà eu l'honneur, messieurs, de vous exposer dans quelles conditions et dans quelles limites, en vertu de la Convention de La Haye, la puissance occupante peut prélever des contributions en argent pour l'entretien de son armée d'occupation. Je me bornerai à rappeler au tribunal que ces frais, mis à la charge des pays occupés, ne peuvent comprendre que les frais de logement, de nourriture et éventuellement de solde à des effectifs strictement nécessaires à l'occupation des territoires. Les Allemands ont méconnu sciemment ces principes en imposant aux Pays-Bas le paiement d'une indemnité pour l'entretien de leurs troupes hors de toute proportion avec les besoins de celles-ci. D'après les renseignements fournis par le gouvernement néerlandais et qui sont contenus dans 3 rapports, rapport Tripp, Hirschenfeld et du ministre des Finances, que je dépose sous le numéro 123, les sommes suivantes furent exigées sous le prétexte d'indemnité pour l'entretien des troupes d'occupation. 1940, 7 mois, 477 millions de florins. 1941, 1 milliard 124 millions de florins. 1942, 1 milliard 181 millions de florins. 1943, 1 milliard 328 millions de florins. 1944, 1 milliard 757 millions de florins. 1945, 4 mois seulement, 489 millions de florins, soit un total de 6 milliards 356 millions de florins. Une somme aussi considérable constitue un véritable tribut de guerre prélevé sous le prétexte de l'entretien de l'armée d'occupation. L'Allemagne a ainsi frauduleusement tourné les dispositions de la Convention de La Haye pour s'emparer d'une masse considérable de moyens de paiement. Deuxièmement, clearing. En 1931, l'Allemagne, qui était obligée de faire face à des difficultés économiques et financières, déclara un moratoire général de ses engagements antérieurs. Néanmoins, pour pouvoir continuer ses opérations commerciales extérieures, elle avait conclu avec la plupart des autres pays, notamment avec la Hollande, des accords permettant le règlement de dettes commerciales et dans certaines mesures de dettes financières
sur la base du système de compensation dit clearing. Avant la guerre, il existait au clearing néerlandais un excédent d'importation d'Allemagne. Mais, dès les premiers mois de l'occupation, il y eut au contraire un excédent considérable d'exportation vers l'Allemagne. Tandis que les recettes provenant de ce pays baissaient sensiblement. Dès le mois de juin 1940, les Allemands exigèrent des Hollandais la déclaration des devises étrangères, de l'or, des métaux précieux, des papiers de valeur et des créances sur l'étranger. Ainsi qu'il ressort d'ailleurs de l'ordonnance du 24 juin 1940, déjà déposée sous le numéro 95. Au surplus, les Hollandais pouvaient, en vertu de la même ordonnance, être obligés de vendre leur valeur à la banque néerlandaise. Le commissaire allemand du Reich, Sensinkart, exigea que la banque néerlandaise fasse des avances en florins pour assurer l'équilibre du clearing, puisque l'Allemagne ne pouvait fournir aucune contrepartie en marchandises. D'autre part, il fut décidé que le clearing serait utilisé aussi bien pour les livraisons de marchandises que pour l'acquittement de dettes quelconques. En fait, les Allemands pouvaient donc acheter des marchandises et des titres de valeur mobilière en Hollande sans fournir de contrepartie. Les avoirs en marque des vendeurs néerlandais se trouvaient bloqués à la banque néerlandaise qui, de son côté, avait été obligée de faire une avance égale en clearing. Pour tenter de limiter l'aggravation du compte hollandais du clearing et pour éviter le transfert par cette voie de florins ou de titres de valeur mobilière en Allemagne, le 8 octobre 1940, le secrétaire général aux finances néerlandais, frappé d'un impôt important, les marques bloquées en clearing. Cependant, à la date du 31 mars 1941, le solde créditeur des Pays-Bas dépassait déjà 400 millions de florins, qui avaient en fait été avancés par l'État néerlandais. C'est alors que les occupants exigèrent, premièrement, qu'une somme de 300 millions de florins soit prélevée sur le solde de 400 millions et versée au Trésor allemand du chef de frais d'occupation militaire
fait hors les Pays-Bas. Et ce, indépendamment des versements pour les frais d'occupation effectués par ce pays. Deuxièmement, par décision du commissaire du Reich du 31 mars 1941, rapporté au Verordnungsblatt numéro 14, que je dépose au tribunal sous le numéro 124. Les opérations de paiement avec le Reich ne devaient plus passer par le clearing, mais s'opérer de banque à banque, ce qui engendrait des créances directes des banques néerlandaises sur les banques allemandes au cours forcé de 100 marks pour 75 florins,36. Troisièmement, par ordonnance du même jour, 31 mars 1941, que je dépose sous le numéro 125, l'impôt sur les marques bloquées, créé le 8 octobre 1940 par les autorités néerlandaises, fut aboli. En présence de cette situation particulièrement dangereuse pour le Trésor néerlandais, M. Tripp démissionna de ses fonctions de secrétaire général aux finances et de président de la Banque néerlandaise. Le commissaire du Reich le remplaça par Rost van Tonigen, collaborateur notoire qui se plia à toutes les exigences de l'occupant. Comme les banques privées ne voulaient pas conserver des créances en marques au cours très inférieur à la parité réelle de 100 marques pour 75 florins 36, elles transférèrent à la banque néerlandaise leurs créances en marques. Le compte créditeur de l'Institut d'émission sur l'Allemagne, du fait des opérations avec ce pays, augmenta dans de fortes proportions. Alors que le solde créditeur, au 1er avril 1941, était de 235 millions de florins, il devait s'élever le 1er mai 1945 à 4 milliards 488 millions de florins. D'après les renseignements donnés par le gouvernement néerlandais, cette créance a trait à des achats faits par les Allemands en Hollande de marchandises de toutes sortes, de valeurs mobilières ou autres papiers de valeur, à des règlements de prestations de services imposés à des entreprises néerlandaises, en paiement de salaires d'ouvriers déportés en Allemagne et à l'amortissement des dettes de l'occupant. En dehors de ces deux procédés, l'indemnité pour l'entretien des troupes d'occupation et clearing, les Allemands devaient se procurer des ressources d'une autre façon,
en imposant des amendes collectives. Et ce, contrairement aux dispositions de l'article 50 de la Convention de La Haye. Au cours de l'occupation, sous tous les prétextes, les Allemands imposèrent, dans un but de représailles ou d'intimidation, des amendes considérables aux municipalités. Ces amendes devaient être payées par les habitants, à l'exception des personnes de nationalité allemande, des membres des associations pro-nazis, NSB, Waffen-SS, NSKK, du secours du besoin technique, de la communauté culturelle néerlandaise, allemande, etc., et des personnes travaillant pour le compte des Allemands. D'après les renseignements parvenus jusqu'à ce jour, de 62 municipalités seulement, le montant des amendes infligées s'élève au minimum à 20 243 024 florins, ainsi qu'il résulte d'une attestation du gouvernement néerlandais que je dépose sous le numéro 126. D'après la même attestation, dans les archives oubliées par les Allemands à La Haye, il a été découvert 2 copies de lettres relatives à ces amendes collectives. D'après la première de ces copies, du 8 mars 1941, les amendes collectives se montant à 18 500 000 florins avaient été perçues au début de l'année 1941. La seconde de ces copies nous apprend qu'Hitler avait donné l'ordre d'employer cette somme pour la propagande nationale socialiste aux Pays-Bas. Le rapport du gouvernement néerlandais. Where are those letters? Where are those letters? Ces lettres figurent sur l'attestation que je dépose sous le numéro 126 du gouvernement hollandais. Will you read the passages which you consider material? Traduction. Commissaire du Reich, La Haye, 1808, du 8, 3, 41, 17h20. À l'état-major de liaison Berlin. Pour transmission immédiate au Reichsleiter M. Bormann. La somme de 18,5 millions de florins, représentant la contribution exigée de quelques villes hollandaises à titre de représailles, parviendra dans les prochains jours. Le commissaire du Reich demande si le Führer affecte cette somme à un emploi déterminé ou si elle doit être utilisée de la même façon que le Führer l'avait ordonné lors de la confiscation
des biens ennemis. Le Führer avait décidé à cette époque que les sommes seraient mises à la disposition des Pays-Bas pour les besoins de la collectivité, tout en ne perdant pas de vue les principes politiques. À Hitler, signé Schmidt, Münster, commissaire général. Voici alors la traduction de la réponse, pièce 126. Traduction, Obersalzberg, le 19-3-41, 10 heures, NR4. Reichsleiter, M. Bormann. Some of the copies which you've just submitted to us don't seem to be accurate, and the passage which you've just been reading is omitted from some of them. The other members of court have nothing at all. I'll pass this along. Perhaps the best way, if you haven't got other copies, I'll pass this one along. Yes, I have now another copy of the document which you have read out. Two copies which have been handed up appear to be wrongly copied in some way. I'll hand them down again. Le document aurait peut-être été mal noté. Il a été nommé, il y a deux documents 126. Il aurait fallu indiquer 126.1 et 126.2. Dans le premier document 126, le représentant du gouvernement néerlandais certifie l'exactitude de la traduction de la première copie. Et dans le second document 126, le même représentant du gouvernement néerlandais certifie l'existence de la copie de la réponse de l'état-major du Führer. Oh, well, just hand up that document again, will you? The one I've just handed down. The first document is the one you've just read out. The second document begins with the words "J'ai soumis aujourd'hui." Is that the second document to which you're referring? Perhaps you'd better look at it. C'est bien ça. There, McElraith. Would you look at that and see whether that is the... What is it? Ceci est le deuxième document. There's nothing of that there. Yeah. Oh, no, that's the end. Actually, the end of it.
Well, is that the second document you're C'est le referring to? deuxième document, Monsieur le Président. It's the same one? C'est le deuxième document. It's the second document. Maybe begin in the same. Maybe get the another document. He says it's again. He says that's one. Well, it's true. The fact that it begins in this way doesn't prove it's a different document. I just there's just a sentence pulled out, but it's well, I don't know. Could we see the originals? I've got one original. There are two different documents, are they? But they both begin in exactly the same way. C'est-à-dire que les deux documents ont été rapportés par le gouvernement néerlandais. Et la personne qui les a apportés, le représentant du gouvernement néerlandais, certifie que ces documents ont bien été trouvés en Hollande parmi les papiers allemands. Yes? Go on. Le gouvernement hollandais a été dans l'obligation d'effectuer des paiements importants pour le compte des Allemands et dans les rapports déposés sous le numéro 123, il fait ressortir notamment, premièrement, les Allemands exigèrent qu'une somme de 300 millions de florins qui était inscrite au crédit de la banque néerlandaise contre virement ordinaire sur les banques, métaux non ferreux, 6 700 000 Reichsmark, textile, 55 285 000 Reichsmark, laine, 753 300 000 Reichsmark, cuir et peau, 4 723 000, fût en bois, 254 millions, meubles, 272 000, alimentation, 590 000, produits chimiques, 152 000, articles de fer, 3 792 000. Chiffon, 543 000. Huile de moteur, 52 000. Diamant brut, 25 000. Divers, 531 000. Soit au total, pour une période de 5 mois, 73 685 162 Reichsmark.
Ces achats ont été réglés par virement sur les banques. Mais une grande quantité d'autres marchandises, qui n'a pu être déterminée, l'a été par des achats au comptant, effectués avec des florins provenant de la prétendue indemnité d'occupation. We will adjourn now for 10 minutes. Dans le chapitre 3e consacré au pillage économique en Hollande, nous abordons la question des acquisitions en apparence régulières sur les indications qui nous ont été fournies par le gouvernement hollandais. Premièrement, production industrielle. Il résulte d'une attestation donnée par le représentant du gouvernement hollandais et que je dépose sous le numéro 129 que les Allemands utilisèrent à leur profit la plus grande partie de l'activité industrielle des Pays-Bas et des stocks importants qui se trouvaient dans les usines furent ainsi absorbés. La valeur de ces stocks n'est pas inférieure à 800 millions de florins. De plus, les occupants procédèrent à de nombreux enlèvements de machines. Dans certains cas, ces enlèvements n'étaient même pas suivis de règlements fictifs. Il n'a pas été encore possible d'établir un bilan de ces spoliations qui comprenait souvent toutes les machines d'une industrie. Comme exemple, on peut indiquer que sur un ordre de réquisition du 4 mars 1943 du commissaire du Reich, toutes les machines et installations techniques, y compris les dessins et les plans de tous les hangars et accessoires des hauts fourneaux d'une importante usine, furent enlevés sans indemnité et transférés dans les environs de Brunswick au profit des Hermann Göring Werke. Ceci résulte du document que je dépose sous le numéro 130. Les Allemands avaient créé dans tous les pays occupés un certain nombre d'organismes chargés spécialement du pillage des machines. Ils leur avaient donné le nom de Bureau de compensation des machines. Ces organismes, qui dépendaient de l'inspection de l'armement, recevaient les demandes en moyens de production de l'industrie allemande et devaient les satisfaire par des prélèvements dans les pays occupés. D'autre part, des équipes de techniciens étaient chargées de détecter, de démonter et de faire transporter les machines en Allemagne. L'organisation de ces équipes officielles de pilleurs résulte de documents allemands dont il vous sera donné connaissance lorsque le cas particulier de la Belgique vous sera exposé.
Il résulte d'un rapport du 1er mars 1944 adressé au commandant militaire que le bureau de compensation des machines de La Haye ne pouvait satisfaire qu'à une faible partie des demandes. C'est ainsi qu'à la date du 1er janvier 1944, celle-ci s'élevait à 677 millions de Reichsmark, alors que dans le mois de janvier, il avait été livré pour 61 millions de machines contre 87 millions de demandes nouvelles, ce qui faisait monter à 703 millions de Reichsmark l'état de demande de machines à la fin du mois de janvier. Ce fait résulte d'un document que je dépose sous le numéro 131. Avant de quitter les Pays-Bas, les Allemands procédèrent à d'importantes destructions dans un but stratégique, diront-ils, mais surtout aussi dans le désir de nuire. Lorsqu'ils détruisaient des usines, ils enlevaient auparavant et transportaient vers l'Allemagne les machines qu'ils pouvaient démonter, ainsi que les matières premières. C'est ainsi notamment qu'ils agirent aux usines Philips à Eindhoven, à Hilversum, à Bossum, aux dépôts de pétrole d'Amsterdam et de Pernes, aux usines d'armement de Breda, Tilburg, Bergen-op-Zoom et Dordrecht. Ces faits résultent du rapport de l'officier économique près du commandant militaire allemand en Hollande en date du 9 octobre 1944 et que je dépose sous le numéro 132. Ce rapport nous donne quelques renseignements sur l'organisation des pilleurs allemands spécialisés pour l'enlèvement des machines. En voici quelques extraits. L'usine Philips à Eindhoven est le premier et le plus important des objectifs d'intérêt militaire auxquels on s'est attaqué. Un peu plus loin, le rédacteur écrit: avant l'arrivée de l'ennemi et de détruire cette usine, une des plus importantes du continent pour la fabrication des postes de TSF, tuyaux, lampes électriques et la production des moyens télégraphiques, cette destruction a été réalisée après que les membres du FIKDO-7 aient procédé au transfert des métaux les plus précieux et des machines spéciales. Plus loin, le même rédacteur écrit: dès le 7 septembre, un commando transféra dans le Reich par camion les métaux non ferreux importants, wolfram, manganèse, cuivre, et des appareils de très grande valeur se trouvant dans les usines Philips. En outre, toujours chez Philips, le FVIKDO-7 participa au transfert des produits finis et demi-finis, de même que des machines. À la suite de l'occupation d'Eindhoven par l'ennemi, le transfert dut être interrompu. Il fut alors procédé
à l'évacuation des succursales de Philips, de Hilversum et de Dossum. Là, il fut possible de transférer totalement toutes les réserves en métaux non ferreux, produits finis et demi-finis, machines et des pièces de fabrication. En même temps, on a organisé des commandos de transfert auprès de chaque chef des services annexes du délégué général, du ministre du Reich pour l'armement et la production de guerre dans les Pays-Bas, institués dans chaque province. Ces commandos ont effectué le transfert de matières premières et de produits très importants, ainsi que de machines, en accord avec les services précités et les services civils intéressés. Avec le recrutement total et utile d'officiers, de fonctionnaires, de Sonderführer et d'équipes, il fut possible de transférer dans le Reich des quantités très importantes de métaux non ferreux, de matières premières précieuses et des produits manufacturés. Le cas échéant, le matériel adéquat fut mis à la disposition de l'armée. La FVIONDL avait la direction de cette action de la région ouest et sud des Pays-Bas. Puis le rédacteur termine en écrivant ceci: le FWI-KDO 7 chargea des éléments de l'armée, sous le commandement du capitaine Rieder, de procéder aux enlèvements et aux préparatifs dictés par les mesures Arls dans la zone de commandement de l'AOK 15, en collaboration étroite avec les services civils de la section 4 de l'AOK 15. Il a été possible d'effectuer un travail sérieux dans le transfert des matières premières, de produits rares, ainsi que de machines. Ces opérations ne commencèrent qu'à la fin du mois de septembre 1944. À côté de ces enlèvements de machines, le gouvernement néerlandais nous donne des précisions sur les stocks de matières premières et d'objets manufacturés. En dehors des stocks qui se trouvaient dans les usines, les Allemands firent l'acquisition de quantités considérables de matières premières et d'objets fabriqués dont le montant au minimum n'est pas inférieur à 1 milliard de florins. Dans cette évaluation ne sont pas compris les destructions par fait de guerre qui sont de l'ordre de 300 millions de florins. Troisièmement, agriculture. Les Allemands procédèrent à des réquisitions et à des achats massifs de denrées agricoles et de cheptel. Ces prélèvements s'élèvent au minimum à 300 millions de florins. Les évaluations définitives n'ont pas encore pu être établies. Pour donner un ordre de grandeur, signalons qu'à la fin de 1943, les Allemands s'étaient emparés de 600 000 porcs
275 000 vaches, 30 000 tonnes de viande de conserve. Ainsi qu'il résulte d'une attestation délivrée par le représentant du gouvernement hollandais, attestation que je dépose sous le numéro 133. Signalons en passant, bien que cette question sera reprise par mon collègue qui vous présentera les crimes de guerre contre les personnes, que le 17 avril 1944, sans apparemment aucune raison stratégique, 20 000 hectares de terres cultivées furent inondés à Verguimère. Quatrièmement, transport et communication. Les Allemands ont fait d'énormes prélèvements de matériel de transport et de communication. Il n'est pas encore possible d'en dresser un inventaire exact. Cependant, les renseignements donnés par le gouvernement néerlandais permettent de se faire une idée de l'ordre de grandeur de ces spoliations. Je dépose sous le numéro 134 les renseignements donnés par le représentant du gouvernement hollandais en matière de transport et de communication. En voici un résumé. En ce qui concerne les chemins de fer, 490 locomotives ont été prélevées sur 890. 28 950 wagons ont été prélevés sur 30 000. 1470 wagons de voyageurs ont été prélevés sur 1750. 215 trains électriques ont été prélevés sur 300. 36 trains électriques diesel ont été prélevés sur 37. En général, le peu de matériel laissé par les Allemands était très endommagé, soit par usure, soit par feu de guerre, soit par sabotage. En dehors du matériel roulant, les Allemands ont fait expédier dans le Reich des quantités importantes de rails, de signaux, d'appareils de levage, des plaques tournantes, des wagons ateliers, etc. Tramway. Le matériel des villes de La Haye et de Rotterdam fut enlevé et transporté dans les villes allemandes. C'est ainsi, par exemple, qu'une cinquantaine de voitures motrices et 42 baladeuses ont été expédiées à Brême et à Hambourg. Une partie importante des rails, câbles et autres accessoires ont été enlevés et transportés en Allemagne. Les autocars des compagnies de tramway furent également pris par l'occupant. C. Les Allemands s'emparèrent de la plus grande partie des automobiles, motocyclettes et environ 1 million de bicyclettes. Ils ne laissèrent à la population que des machines qui n'étaient pas en état de marche. Des navigations. Les Allemands s'emparèrent d'un nombre considérable de péniches et de bateaux de navigation fluviale, ainsi que d'une partie importante de la flotte de commerce, représentant environ 1,5 million de tonnes, et matériel des postes. Les Allemands ont prélevé un grand nombre d'appareils téléphoniques et télégraphiques, des câbles conducteurs
et d'autres accessoires dont la quantité n'a pu encore être exactement évaluée. 600 000 appareils de TSF furent confisqués. J'aborde maintenant le chapitre 4, spoliation divers. Travail forcé pour l'occupant. D'après les renseignements fournis par le gouvernement hollandais, et que je dépose sous le numéro 135, un grand nombre de travailleurs néerlandais furent contraints au travail, soit en Hollande, soit en Allemagne. Il y eut environ 550 000 déportés dans le Reich, ce qui représente un nombre d'heures considérable perdues pour la productivité nationale néerlandaise. Pillage des palais royaux. Le mobilier, les archives privées, les écuries, voitures, caves des palais royaux furent volés par les Allemands. C'est ainsi qu'en particulier, le palais de Noordeinde fut entièrement pillé, de même que le mobilier, comprenant des meubles, du linge, de l'argenterie, des tableaux, tapisseries, objets d'art et ustensiles de ménage. Un certain nombre de ces objets fut enlevé et devait être utilisé pour une maison de convalescence de généraux allemands. Les archives de la maison royale furent également dérobées. Ceci résulte de l'attestation délivrée par le représentant du gouvernement hollandais et que je dépose sous le numéro 136. Pillage de la ville d'Arnhem. En dehors des nombreux cas de pillage individuel dont il n'est pas question dans le présent exposé, il y a eu des pillages de villes entières systématiquement organisés. C'est ainsi que la ville d'Arnhem fut l'objet d'un pillage en octobre et novembre 1944. Les Allemands avaient fait venir des mineurs d'Essen qui, sous une direction militaire, procédaient par équipe spécialisée à l'enlèvement de tous les meubles transportables et des objets les plus divers et à leur expédition en Allemagne. Ces faits résultent de l'attestation délivrée par le représentant du gouvernement hollandais et que je dépose sur le numéro 137. Les conséquences du pillage économique dans les Pays-Bas sont considérables. Nous indiquerons pour mémoire que l'énorme diminution du capital national aura pour corollaire une production inférieure aux besoins du pays pendant de très longues années encore. Mais la conséquence la plus grave est celle qui atteint la santé publique, puisqu'elle est irréparable. Le rationnement excessif pendant des années des denrées alimentaires, des vêtements et du combustible ordonné par l'occupant pour augmenter la proportion de ces spoliations entraîna un affaiblissement des populations. La moyenne des calories consommées par les habitants, qui variait entre 2800 et 3000,
baissa dans de fortes proportions aux environs de 1800 calories pour tomber même à 400 calories au mois d'avril 1945. À partir de l'été 1944, la situation alimentaire devint de plus en plus grave. Le commissaire du Reich, Sensenkarp, interdit le transport de vivres entre les parties nord-est et ouest du pays. Cette mesure, qui n'était justifiée par aucune opération militaire, ne paraît avoir été dictée que par haine des populations pour les brimer, les intimider, les affaiblir, les terroriser. Ce n'est que vers le mois de décembre 1944 que cette mesure inhumaine fut levée, mais trop tard, la famine était déjà généralisée. La mortalité des villes d'Amsterdam, Rotterdam, La Haye, Leiden, Delft, Gouda augmenta dans des proportions considérables, de 198 à 260%. Des maladies qui avaient presque disparu de ces régions firent leur apparition. Une telle situation aura des conséquences irréparables pour l'avenir des populations. Ces faits résultent de 2 rapports que je dépose sous les numéros 139 et 140. En ordonnant de telles mesures de rationnement pour s'attribuer les produits indispensables à l'existence des Hollandais, contrairement à tous les principes du droit international, je puis dire que les dirigeants allemands ont commis un de leurs plus grands crimes. Mes explications sur la Hollande sont terminées. Mon collègue, M. Delpech, fera l'exposé en ce qui concerne la Belgique.